Hello tout le monde, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et aujourd'hui je vais partager avec vous mes favoris lectures et films du mois de janvier. Donc voilà, je fais cette vidéo un petit peu en retard mais j'ai pas trop le choix parce que notamment au niveau des lectures, je prends beaucoup de temps à lire. Et voilà, donc j'ai besoin du coup d'un peu de temps pour du coup tout simplement lire des livres, préparer ensuite la vidéo avec les résumés, mes avis, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je sais que ça fait un moment que je vous ai pas fait de ce vidéo de ce type là. Je crois que la dernière je l'avais supprimée parce qu'elle me convenait pas, enfin c'est un peu la galère, mais j'ai décidé cette fois-ci de reprendre parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de vidéos. J'aime bien les filmer et j'espère qu'elles vous plairont à vous aussi. Donc je vais tout de suite commencer avec la catégorie lecture. Le premier roman dont j'ai décidé de vous parler ce mois-ci, c'est celui-ci, donc The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters, donc par Shi Eun-sho, publié aux éditions Rago. Donc pour ce qui est du résumé, c'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, dans la ville de Sparrow, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes, belles et indépendantes, furent accusées de sorcellerie puis noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année, au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, elles reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Donc, faut savoir que moi, c'était pas le premier roman que je lisais donc de cette autrice. J'en avais lu un précédemment que j'avais déjà beaucoup aimé. Il me semble que le titre c'était Winterwood, la forêt des âmes perdues, quelque chose comme ça. J'avais adoré ce roman déjà et je savais en fait qu'elle en avait fait un deuxième et il me faisait de l'œil depuis un moment et puis finalement je me suis décidée, je me suis dit voilà, on va tenter l'expérience et franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman. Donc ce que j'ai aimé particulièrement avec Wicked Deep déjà ça va être la profondeur de la psychologie des personnages. Et donc en fait forcément par ce biais-là, avec justement la profondeur de leurs réflexions, de leurs pensées, etc. On s'attache vraiment au personnage. J'ai aussi complètement adhéré à l'ambiance mystérieuse, sombre et en même temps poétique de l'histoire. J'ai complètement accroché avec le scénario, voilà, assez rapidement, ce qui est assez rare chez moi, donc je suis vraiment très contente parce que ça a été une lecture fluide et d'emblée j'ai été happée par l'histoire en fait. C'est aussi un roman qui est, je trouve, d'une grande puissance émotionnelle et c'est une très belle histoire d'amour. Donc voilà, vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur et je vous recommande vraiment ce livre. On continue avec le deuxième roman que vous le voyez, je n'ai pas terminé, il me reste encore à peu près un quart du livre. Mais je l'ai quand même suffisamment avancé, je trouve, pour vous en parler. Donc il s'agit du Château de Hurle, donc c'est le premier volet de la trilogie de Hurle par Diana Wynne-Jones, publié aux éditions Inis. Alors je connaissais pas du tout. Je pensais que c'était un truc récent à la base, puisque moi c'est un cadeau qu'on m'a offert à Noël, donc on m'a offert la trilogie. Faut savoir que moi j'aime pas trop qu'on m'achète des livres, voilà, parce que je suis assez difficile et surtout lorsque c'est des sagas, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi il y a très peu de sagas finalement que j'ai terminées, à part les Harry Potter, il y en a je crois aucune. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du postulat de départ. Au niveau du coup du résumé, au cœur de la contrée magique d'Ingari, dans le charmant village de Marché au Copeau, Sophie s'ennuie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs, résignée ainsi à un avenir routinier. Après tout, tel est l'usage. Lorsqu'un beau jour la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu, Calcifer, vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers. Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin. Un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs. C'est un roman qui est assez original. Donc comme je vous le disais, moi je n'en avais jamais entendu parler et j'ai appris en fait que c'est un roman qui avait du coup inspiré un film d'animation des studios Ghibli, donc Le Château ambulant. Je connaissais pas du tout et je suis assez mitigée honnêtement sur cette lecture. Je trouve que c'est voilà, un roman très original, l'idée est bonne. Au niveau du genre, on est sur un roman donc fantasy. C'est vrai que moi c'est un style avec lequel je peux avoir du mal.
Au niveau du coup de ce que j'ai le plus apprécié, on va dire, ça va être les personnages. Et surtout le personnage du mage hurle et du démon. Je trouve qu'ils sont très intéressants, ils apportent aussi beaucoup d'humour. Après, là où j'ai beaucoup plus de mal déjà, ça va être au niveau de l'écriture. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Après, il faut savoir que c'est fait exprès, j'en tiens absolument pas rigueur au roman, puisque c'est le but en fait. Ce livre est écrit comme si c'était un conte de fées, donc avec le langage du conte de fées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... je trouve que ça rend la lecture ardue, en tout cas pour moi c'est le cas, et du coup en fait ça me perturbe un petit peu au niveau de la compréhension. Au-delà de ça, un autre aspect aussi avec lequel j'ai pas mal de difficultés, et c'est souvent le cas lorsque je lis de la fantasy, c'est les lieux et me repérer dans les lieux et où se déroule l'histoire. En fait, je suis complètement déboussolée et perdue, surtout qu'on est sur un château qui a une disposition très particulière. Et donc voilà, comme c'est indiqué dans le résumé, c'est un château ambulant, donc les lieux changent souvent, il faut se repérer d'un lieu à l'autre, etc. Et moi je me sens mais complètement perdue, complètement déboussolée. Et donc voilà, ça fait encore une fois partie des aspects négatifs pour moi. Et après, pour le moment, j'ai réussi à passer à peu près au-delà de tout ça. J'accroche encore pas mal à ce roman et bah écoutez, je verrai par la suite au niveau du reste de la trilogie si j'arrive à la terminer ou non. Donc écoutez, voilà, j'en ai déjà terminé avec les lectures de janvier et on va passer maintenant à la catégorie film, et croyez-moi, il y a des pépites. Le premier film que j'ai du coup découvert ce mois-ci, ça a été Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Alors, c'est son premier film. Avant ça, moi j'avais vu déjà plusieurs films de ce réalisateur et je suis assez fan de son style. Je pense que mon préféré reste quand même Pulp Fiction, et j'avais énormément aimé aussi Kill Bill, et particulièrement le volet 2. Donc voilà, j'étais assez impatiente de découvrir le premier film en fait de sa filmographie tout simplement. Pour ce qui est du synopsis, donc 6 truands désignés par des noms de code, donc Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Brown, etc., entreprennent de dévaliser une bijouterie sous la direction de Joe Cabot et de son fils Nice Guy Eddie. L'opération échoue et se solde par un bain de sang. Les malfrats se réfugient dans un entrepôt sordide. L'un d'eux soupçonne la présence d'une taupe. Ce qui m'a particulièrement marqué avec ce film-là, c'est de voir vraiment à quel point déjà dans sa première réalisation, on avait l'empreinte en fait de Quentin Tarantino, son style très particulier qui était déjà, je trouve, présent. Bien évidemment, il a évolué ensuite avec le reste de sa filmographie, mais voilà, on a quand même cet esprit tarantinesque en fait, que ce soit dans les dialogues et les répliques cinglantes qui font mouche, avec la bande-son incroyable, mais aussi dans la mise en scène, tout simplement avec la façon de construire le film, l'enchaînement des scènes, les flashbacks explicatifs, tout ça. L'humour aussi, bien sûr, qui est caractéristique chez Tarantino, avec ce côté un petit peu trash et décalé. Et on a aussi évidemment ce côté voilà, violence, de l'hémoglobine à outrance, avec lequel Tarantino a toujours beaucoup aimé s'amuser dans ses films. Donc voilà, ce film-là, c'est un petit peu un classique, et c'est vrai que je voulais le voir depuis plusieurs années maintenant. On passe ensuite au film suivant, l'excellent thriller Gone Girl de David Fincher, avec Rosamund Pike et Ben Affleck dans les rôles principaux. Donc, le matin de leur 5e anniversaire de mariage, Amy, la femme de Nick Dune, disparaît de leur maison cossue de banlieue de Saint-Louis. La police vient rapidement faire enquête et trouve plusieurs indices suspects qui pointent vers un crime violent. Au fil des jours, le mariage idyllique entre Nick et Amy apparaît de plus en plus comme factice et des mensonges sont révélés au grand jour. Nick devient bientôt la cible des médias qui en font le tueur de sa femme. C'est un film qui est juste excellent, unique en son genre et très original. Les acteurs sont absolument formidables. Mention spéciale à Rosamund Pike qui est dans ce rôle, dans ce personnage très particulier qui va forcément vous marquer si vous n'avez pas encore vu le film et qui est loin d'être facile à interpréter, et elle y arrive avec brio. Elle a une intensité de jeu qui est impressionnante. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, elle est incroyable. Ben Affleck est aussi très bon dans ce film, il faut le dire, sachant que moi c'est un acteur que je n'apprécie pas forcément, voilà. Mais j'ai un peu l'impression que dans ce film-là, le réalisateur s'est amusé en fait un peu à jouer avec son côté un peu factice. Je sais pas comment vous expliquer, en tout cas moi c'est comme ça que je le percevais, et j'ai l'impression que dans ce film-là, cet aspect-là en fait de sa personnalité d'acteur est vachement exploitée. Ce que j'ai trouvé très fort aussi avec Gone Girl, c'est sa capacité d'aborder tellement de thèmes différents, que ce soit donc la vie de couple avec le mariage, la tromperie, etc. Les travers de la société avec ce monde des apparences en fait, et le bien paraître, et le fait que les gens en fait mentent, et la vision en fait qu'ils montrent d'eux en société est bien souvent loin de la réalité. C'est un film aussi qui dénonce les failles du système judiciaire, la place très importante qu'occupent voilà, les médias et même la médiatisation.
et à quel point ça peut tout simplement changer la donne. C'est un film qui, au-delà de sa dimension divertissante entre guillemets, où vraiment évidemment on est sur quelque chose qui est très prenant et qui tient le spectateur en haleine, qui le happe et qui voilà vraiment le maintient sous tension du début à la fin. Et donc au-delà de ça, c'est vraiment un film qui fait réfléchir en fait et qui questionne au travers de tous ces thèmes en fait que j'ai évoqués juste avant. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et très bien amené. Autre chose aussi qui est très très marquant avec Gone Girl, c'est qu'on est vraiment sur un film avec un scénario qui est complètement fou et qui est vraiment hors des sentiers battus et très original. Et à côté de ça, en fait, on a cette mise en scène de Fincher qui est extrêmement brute, extrêmement réaliste, et du coup on a vraiment ce réalisme glaçant tout au long du film. Et ça met presque mal à l'aise parce que tu as vraiment cette sensation en fait que le réalisateur s'est simplement contenté en fait de filmer la réalité telle qu'elle est, parce qu'elle est déjà elle-même complètement folle, pas besoin en fait d'en rajouter et d'en faire des tonnes. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré Gone Girl, c'est un très 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 bon film et évidemment je vous le recommande. Ensuite on part sur un film d'un tout autre genre, Juste la fin du monde de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, le regretté Gaspard Ulliel. Marion Cotillard, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux. C'est un film qui est adapté à la base en fait d'une pièce de théâtre. Je vous mettrai évidemment donc le lien en barre d'infos. De toute façon, il y aura tous les liens en barre d'infos. Le synopsis et le pitch du film est assez simple. Après 12 ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles et où l'on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. Je trouve que le résumé est pas ouf, franchement, mais en même temps c'est tellement difficile de résumer un film comme ça, vraiment. Donc en fait c'est la deuxième fois que j'ai découvert ce film et je l'ai vraiment apprécié à sa juste valeur lors du deuxième visionnage. Vraiment il a pris une toute autre dimension. Il y avait tellement de choses que j'avais pas perçues la première fois et vraiment je l'ai non pas redécouvert mais découvert vraiment. Et ça a été une grosse claque. Ce film est une pure bombe émotionnelle. C'est un film qui est tellement riche en émotions que ça en est même oppressant et vraiment bouleversant. Déjà au niveau de la mise en scène et visuellement, j'ai été vraiment bluffée par toute la poésie, toute la beauté et toute la douceur et vraiment l'esthétisme qui se dégage du film en fait visuellement et de son univers, et qui contraste en fait fortement avec la dureté des thèmes qui sont évoqués. Donc évidemment vous avez compris, c'est un film qui est centré autour de la famille. On va bien sûr retrouver évidemment les thèmes de l'amour, des regrets, de la difficulté de pardonner, du besoin de s'éloigner de sa famille qui peut devenir viscéral, mais aussi ce besoin fou au final, contraire, qui nous pousse à revenir vers eux à certains moments de la vie. On a aussi beaucoup cette notion de difficulté à se sentir donc compris et accepté, et à comprendre l'autre aussi au sein de la famille, qui est beaucoup évoquée dans le film. Mais je trouve en fait, en tout cas voilà, c'est mon interprétation personnelle, que en fait la notion prédominante de ce film, c'est de montrer à quel point quand on est donc dans l'affect, dans les relations de famille, quand les émotions explosives prennent comme ça le dessus, évidemment on manque d'objectivité face aux situations en face de nous, et on en arrive carrément même à des situations où on est dans un déni de la réalité. Donc voilà, on est quand même sur un film avec un message très fort. Le casting du film est incroyable également, les acteurs sont absolument fabuleux, que ce soit Marion Cotillard avec sa douceur, sa bienveillance, son empathie, sa lucidité, Nathalie Baye également avec son excentricité et sa douce folie qu'elle utilise un petit peu finalement pour masquer sa souffrance, Léa Seydoux avec sa fraîcheur et sa maturité pour son âge, Vincent Cassel qui est voilà, sur la brèche en permanence, mais en même temps on le sent vraiment à fleur de peau, et il est vraiment dans un personnage écorché vif et il est poignant dans son rôle. Et bien sûr Gaspard Ulliel qui est magnifique également dans le film, dans ce rôle du personnage principal en fait, mais qui va se retrouver au final presque relégué au second plan, en tout cas vraiment mis en retrait, et en tout cas voilà, rattrapé et dépassé par en fait tout simplement les différentes situations et réactions des personnages autour. Donc voilà, je vous le disais au départ, émotionnellement c'est un film qui est très intense. Personnellement,
C'était tellement puissant que j'en ai ressenti un malaise. Bon, faut savoir que je suis hypersensible aussi, donc ça joue évidemment dans ma perception des choses, mais voilà. Et donc voilà, on sent vraiment cette volonté de capturer en fait les émotions de la façon la plus réaliste et brute possible. On retrouve beaucoup l'utilisation des gros plans, les jeux des acteurs sont d'une puissance émotionnelle absolument phénoménale. Bref, ce film est vraiment une pépite et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vraiment foncez. Pour le film suivant, on part sur quelque chose de totalement différent, laissez-moi vous le dire, puisque je vais rapidement vous parler de Dracula de Francis Ford Coppola avec Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves et Anthony Hopkins entre autres. Évidemment, sans surprise, c'est un film qui va nous parler de ce personnage qui est Dracula. Donc en 1942, le prince Vlad Dracul, revenant de combattre les armées turques, trouve sa fiancée suicidée. Fou de douleur, il défie Dieu et devient le comte Dracula, vampire de son état. 400 ans plus tard, désireux de quitter la Transylvanie pour s'établir en Angleterre, il fait appel à Jonathan Harker, clerc de notaire et fiancé de la jolie Mina Murray. La jeune fille est le sosie d'Elisabetta, l'amour ancestral du comte. Donc Dracula, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui est très esthétique et c'est d'ailleurs la dimension qui m'a le plus plu. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère assez sombre, assez gothique qui s'en dégage. Je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit. Visuellement, c'est un film qui est très beau, il y a eu beaucoup de travail sur les costumes, sur les décors qui sont absolument magnifiques. C'est un film qui est assez lent par contre et très long. Personnellement, j'ai dû le voir en 2 fois et qui voilà, vraiment prend son temps et je trouve s'étire un petit peu en longueur peut-être. C'est voilà, le défaut que j'ai pu lui trouver. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, c'est une très belle histoire d'amour, les acteurs jouent très bien, on a vraiment une très belle intensité émotionnelle, c'est un film aussi qui est assez sensuel. Donc voilà, j'ai bien aimé ce film et ça a vraiment été une très jolie découverte pour moi. Et je vais terminer cette vidéo avec le dernier film, qui est un film du coup assez récent puisqu'il est sorti en 2021. Il s'agit de The Father, réalisé par Florian Zeller, avec bien sûr Anthony Hopkins dans le rôle principal. Pour ce qui est du synopsis, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc Anthony, 80 ans, refuse catégoriquement l'aide de sa fille Anne lorsqu'il commence à être atteint de démence. Alors qu'il s'efforce de comprendre sa situation changeante depuis son appartement londonien, il commence à douter des intentions de ses proches, de son esprit et perd pied avec la réalité. Surviennent alors de nombreux bouleversements, entre le déménagement d'Anne pour Paris et l'arrivée de Laura, une jeune aide-soignante à domicile. C'est un film qui est très particulier et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Voilà, c'est vraiment une expérience cinématographique hors du commun. Ce qui pour moi fait évidemment toute la force de ce film, c'est cette capacité à plonger vraiment le spectateur au cœur du cerveau en fait de cet homme. Et c'est très déroutant parce qu'on vit vraiment les choses comme lui, on perçoit le monde comme lui, on voit les choses en fait de son point de vue à lui. C'est vraiment très bien fait et très déstabilisant parce que ben voilà, comme ce personnage atteint du coup de cette maladie et qui peu à peu se voit tout simplement sombrer et qui voit les symptômes de la maladie s'accroître, etc. On se sent de plus en plus déboussolé, on se sent de plus en plus désorienté, on perd la notion de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas, des lieux, de la disposition des pièces, on n'est plus sûr de rien, on n'est pas sûr de bien identifier tous les personnages, etc. Et donc voilà, c'est ça qui est très fort en fait avec ce film, c'est que nous en tant que spectateurs, on va se retrouver en même temps acteurs et vivre les choses de la même façon que le personnage principal. Donc on a à la fois une vision interne, donc avec les ressentis de ce personnage-là, d'Anthony, et en même temps on a la vision extérieure avec évidemment les ressentis de l'entourage, de la famille de ce personnage, comment eux vivent les choses, quelles sont leurs émotions. Donc voilà, le film nous montre vraiment en fait les deux tableaux, avec évidemment la difficulté de vivre au quotidien et d'essayer d'accompagner une personne qui petit à petit sombre dans la démence. Donc c'est un film qui est très poignant, assez dur. Évidemment, la mise en scène de ce film est aussi très particulière et assez déroutante et elle contribue évidemment en fait à ce tour de force qu'accomplit très bien le film, qui est tout simplement de réussir à faire ressentir au spectateur ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des sensations et dans la tête du personnage d'Anthony. Donc voilà, c'est un film qui est tout simplement très bien maîtrisé, très bien fait et très bien réalisé. Et bien sûr, en plus de tout ce que j'ai évoqué précédemment, la prestation d'Anthony Hopkins est absolument incroyable. Il n'en finit pas de nous épater avec ses talents d'acteur encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, voilà, il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle-là.
Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai pris vraiment un plaisir immense à la filmer, je suis trop contente de revenir avec ce genre de contenu et j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est super important puisque ça vous permet à la fois de soutenir mon travail sur cette plateforme et en même temps de ne rien louper de mon contenu, donc ça c'est plutôt chouette. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!